Bonjour, alors aujourd'hui on va voir les statistiques descriptives bivariées. La table des matières de cette leçon va aborder les points suivants. Alors on va voir une petite introduction au départ, puis ensuite quelques définitions, quelques représentations. Qu'est-ce que c'est que la fréquence marginale, la fréquence conditionnelle, les paramètres associés à une série statistique bivariée, à savoir la covariance et le coefficient de corrélation. Puis ensuite, on va voir un modèle pour faire des prévisions dans le cas où le coefficient de corrélation linéaire, parce que c'est celui que l'on va voir. On va voir la droite de régression pour faire des prédictions, comme j'ai dit. D'accord? Alors, il n'y a pas que la droite de régression, il y a plusieurs modèles qui permettent de faire des prédictions entre deux caractères observés. Commençons par une introduction. Alors, le but de cette leçon est d'observer deux caractères x et y, d'accord, et d'essayer de mesurer le lien qui existe entre x et y, d'accord. Alors, si y était une fonction de x, donc y est la variable à expliquer et x est la variable explicative, donc si je connais f, quelle que soit la valeur de x, je peux trouver y. Un exemple de deux caractères. Alors, nous avons l'âge et l'acuité visuelle. Alors, on va essayer de chercher le lien entre l'âge et l'acuité visuelle. Alors, on sait très bien que plus l'âge augmente, plus l'acuité visuelle diminue. D'accord? Alors, dans cette leçon, on va se limiter aux caractères qui sont quantitatifs. Commençons nos définitions. Alors, une série statistique double sur un échantillon méga prime de la population est la donnée de n couples x, y, i, avec xi correspond à la mesure du premier caractère, noté A, de l'individu wi, et yi la mesure du second caractère b du même individu. La série statistique double est aussi parfois représentée par le couple grand X et grand Y de vecteurs de Rn, d'accord, où X c'est le vecteur X1, Xn et Y c'est le vecteur Y1, Yn, représentant bien sûr respectivement des séries statistiques simples liées à chacun des caractères A et B. Par exemple, je vais prendre les notes obtenues au premier devoir et le deuxième devoir. D'accord? Alors, X représente les notes obtenues au premier devoir et Y les notes obtenues au deuxième devoir. Alors, vous allez remarquer déjà que la représentation n'est pas très lisible. Par contre, si on les regroupe en des couples, d'accord, c'est beaucoup plus lisible. On sait très bien que chaque couple représente le même individu qui a obtenu la première note, d'accord, pour la première composante du couple, et pour la deuxième composante, elle correspond à la deuxième note. Sinon, on représente cette série statistique double sous forme d'un tableau, d'accord, où i est l'indice des individus et x, y, yi sont les différentes valeurs par rapport au caractère observé, à savoir le premier devoir et le second devoir de mathématiques. Alors, un nuage de points associé à une série statistique double est l'ensemble des points de R2 de coordonnées xi, yi. D'accord? Alors, parmi ces points, on retrouve le point moyen. D'accord? Alors, le point moyen, c'est le barycentre du nuage de points. Il correspond au point de coordonnées x bar, y bar. Alors, on a tracé ici un exemple. Alors, vous avez les nuages de points. Ce sont justement ces points-là et le point moyen qui est cette croix. D'accord? Alors, le code syllabe qui nous a permis de tracer un tel graphique, vous écrivez x, l'ensemble des valeurs dans un vecteur, y, puis ensuite on fait appel à plot de d, x et y, moins 3 pour tracer ces cercles, d'accord, ce genre de motif, et moins 2 pour tracer la croix, d'accord. Alors, comme pour les séries statistiques simples, on peut regrouper les valeurs de la série statistique en classes, d'accord, pour chacun des caractères. Pour simplifier, on prend dans l'exemple considéré des classes assez grandes en regroupant par tranche de 4 points dans un tableau à 2 entrées, d'accord. Alors, nous avons ici un ensemble de classes, donc ici vous avez 5 classes, ici vous avez 5 classes, d'accord.
Puis ensuite, on compte le nombre des individus qui sont dans cette classe et dans cette classe. Donc, que représente le numéro 3? 3, c'est le nombre des individus qui ont eu une note dans cet intervalle, autrement dit entre 0 et 4, et la deuxième note du devoir entre 0 et 4. D'accord? Donc ça, c'est la représentation sous forme de classe. D'accord? Puis ensuite, vous avez ce tableau qui représente les fréquences. D'accord? Donc on divise 3 par 38, 6 par 38 et ainsi de suite. Et nous obtenons toutes ces fréquences-là et les fréquences marginales. D'accord? Là, vous avez ces fréquences-là. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va sommer les valeurs de la même ligne. Et ensuite, pour ces fréquences-là, on fait la somme des colonnes. D'accord? Alors, ce qui nous ramène aux fréquences marginales et aux fréquences conditionnelles. Alors, on vient de parler des fréquences marginales. On va les formuler mathématiquement cette fois-ci dans ce paragraphe. Les données statistiques ne sont en général pas disponibles sous forme brute, c'est-à-dire qu'on ne dispose pas de l'application XY, l'application XY de oméga dans R carré, définie par la relation XY de oméga, c'est X oméga, Y oméga, mais déjà traité sous la forme d'un tableau de contingence. Alors là, vous avez un tableau de contingence qui est le tableau de la loi conjointe de couple XY pour la probabilité uniforme P sur oméga. Le tableau de contingence a traditionnellement la forme suivante. Donc vous écrivez X le premier caractère, Y le second caractère, puis ensuite vous avez les différentes valeurs observées pour le caractère X en ligne et les différentes valeurs pour le caractère Y en colonne. Puis ensuite on calcule les différentes fréquences et les fréquences marginales. FI point, d'accord, c'est la somme des J allant de 1 jusqu'à M des FIJ, c'est la fréquence marginale de l'apparition de XI. Alors ici, c'est la fréquence marginale de l'apparition de X1, la fréquence marginale de l'apparition de X2. Et ensuite, nous avons ici la fréquence marginale de l'apparition de Y1. Alors F.J, sigma DI allant de 1 jusqu'à LFIJ, est la fréquence marginale d'apparition de YJ. On remplace parfois les fréquences par les effectifs. Alors, soit IJ appartenant à un K, un L, on appelle fréquence conditionnelle. Alors maintenant, on va s'intéresser aux fréquences conditionnelles de la classe AI, sachant BJ. D'accord? Alors, c'est la quantité FIJ divisée par F.J. Ok? C'est donc le sous-ensemble de l'échantillon constitué des individus, tel que le caractère B se trouve dans la classe BJ, la proportion de ceux pour lesquels le caractère A se trouve dans la classe AI. Donc c'est la proportion des gens qui ont le caractère AI, sachant qu'ils ont déjà le caractère BJ. Maintenant, on va enchaîner avec les paramètres associés à une série statistique bivariée. Alors la covariance permet d'étudier les variations simultanées de deux variables aléatoires par rapport à leur moyenne respective. En finance, cette notion permet de mesurer le degré de liaison des fluctuations de deux titres entre eux. D'accord? Alors, l'expression de la covariance XY, c'est la moyenne, d'accord, du produit XY moins la moyenne de X fois la moyenne de Y. Ok? C'est bon, donc, c'est la moyenne de X fois Y moins la moyenne de X fois la moyenne de Y. Sinon, c'est 1 sur N, il y a d'autres formules, 1 sur N, sigma DI allant de 1 jusqu'à N, dXK moins X bar fois YK moins Y bar. D'accord? Plusieurs façons de calculer la covariance de XY. Alors, min X moins min de X fois Y moins min de Y. D'accord? Alors, bien sûr, ici, on fait un produit composante par composante. Min X point fois Y moins min X fois min de Y. D'accord? Donc, ici, vous avez un scalaire. Par contre, ici, vous avez deux vecteurs. Okay? Donc, il faut faire le produit composante par composante, puis calculer la moyenne. D'accord? C'est bon?
Alors, si x et y sont les vecteurs de même dimension représentant deux échantillons statistiques, x égale à x1 jusqu'à xn, y1 jusqu'à yn de même taille, alors en accord x, y1 permet le calcul de la covariance empirique. Donc, pas la peine de faire recours à ces deux expressions. Vous écrivez directement corps x, y1 permet de calculer, la covariance. D'accord? Alors, un autre moyen pour calculer la covariance, là vous avez besoin du tableau de contingence covar. Alors, covar XY matrix avec matrix et la loi jointe du couple XY. Comme je l'ai dit au chapitre précédent, pour la variance de X ne calcule pas la variance mathématique. Okay, elle calcule 1 sur n-1, somme des xi moins x bar au carré. D'accord? Et stdev n'est rien d'autre que la racine carrée de cette variance. Donc, si vous voulez calculer une variance empirique, telle qu'on la connaît en mathématiques, vous utilisez corps xx1. D'accord? C'est la variance empirique. Alors maintenant, nous allons étudier le coefficient de corrélation. Le coefficient de corrélation permet de donner une mesure synthétique de l'intensité de la relation entre deux caractères et de son sens lorsque cette relation est monotone, soit c'est positif, soit c'est négatif. Alors qu'est-ce qu'on sous-entend par une relation monotone? C'est très important ce point. Une relation monotone, linéaire ou non, est positive si les deux caractères varient dans le même sens. D'accord? C'est-à-dire si l'on observe en général quand x y croît, y y croît aussi, pour i variant de 1 jusqu'à n. Alors, on définit le coefficient de corrélation, d'accord, ρ de xy, c'est la covariance de xy divisée par le produit de l'écart-type de x et l'écart-type de y, d'accord. Alors, on a toujours la valeur absolue de ρ de xy est inférieure ou égale à 1. Alors, si en plus ρ de xy est égal à 1, donc on peut conclure que le lien qui se trouve entre x et y est un lien linéaire, d'accord. Autrement dit, on peut dire que yi c'est un certain lambda xi plus une certaine constante. Donc, si ρ de xy est proche de 1 et qu'on a visualisé une relation linéaire entre les données, on peut confirmer qu'il y a bien corrélation linéaire entre x et y. D'accord? Alors, le coefficient de corrélation que vous avez là, c'est le coefficient de corrélation linéaire. D'accord? Alors, il y a d'autres coefficients de corrélation, d'accord, qui mesurent le lien qui se trouve entre x et y. Alors, comme j'ai dit au départ, on s'intéresse à un lien linéaire entre deux caractères observés. Alors, si ρ de xy est proche de 0, il n'y a pas de relation linéaire entre x et y. Le signe de ρ de xy indique donc le sens de la relation, d'accord, tandis que la valeur absolue indique l'intensité de la relation. Alors là, vous avez une mesure du coefficient de corrélation où on peut, à partir de cette mesure, juger que les deux caractères sont très liés. Alors, si on est dans le domaine des sciences humaines ou dans le domaine des sciences économiques, donc si le coefficient de corrélation est dans le voisinage de 0,85, on peut dire que les deux caractères sont liés. D'accord? Alors là, vous avez un schéma qui résume les différentes valeurs du coefficient de corrélation et les interprétations qu'on peut donner. Donc, si le coefficient de corrélation est nul, il n'y a pas de lien entre les deux caractères observés. Et plus la valeur absolue tend ou s'approche de 1, il y a une forte relation entre les deux caractères observés. Alors là, le prochain point, ce sont les droites de régression. Donc, lorsqu'on a affaire à deux caractères observés dont le coefficient de corrélation est assez fort, sachant que nous avons calculé le coefficient de corrélation linéaire. Alors, on va penser immédiatement à tracer cette droite de régression. Donc, si l'on considère x comme variable explicative et y comme variable à expliquer, chercher un modèle de régression consiste à savoir si y
est fonction de x. Donc autrement dit, on va essayer d'écrire y plus est égal à un certain f de x plus un epsilon. Alors ce epsilon est une variable aléatoire appelée erreur d'ajustement. Ok, donc on considère alors la régression est correcte si epsilon est d'espérance nulle. Et que le nuage de points des résidus, autrement dit x epsilon, alors le epsilon c'est la différence entre le point et la droite, d'accord, ne se répartit pas autour de 0, d'accord, selon une direction précise. Dans le cas particulier où les nuages de points ont une direction de concentration comme ici, alors comme ici c'est en référence par rapport à l'exemple que nous avons étudié au départ, d'accord. Alors on cherche à définir de manière canonique une droite qui représenterait au mieux le nuage de points, donc qui approcherait au mieux le nuage de points suivant un certain critère d'approximation. Alors on définit souvent cette meilleure approximation comme suit, donc la droite des moindres carrés qui va essayer de minimiser cette somme. Et donc étant donné un point, ok, je vais prendre son ordonnée et je vais calculer l'ordonnée obtenue avec la droite de régression. D'accord? Alors on va essayer de tracer une droite qui va passer par ce nuage de points de telle sorte à ce que la somme des résidus soit minimale. Okay? Donc il s'agit de la droite minimisant l'écart quadratique des ordonnées à celle de la droite. D'accord? La droite de régression de y en x est la droite d'équation y est égale à mxx plus p. Alors la pente et le coefficient de corrélation multiplié par l'écart type de y divisé par l'écart type de x. Du moment que la droite de régression passe par le point moyen, donc nous pouvons trouver p grâce à la formule suivante. C'est y bar moins mx x bar. Pour l'exemple, toujours en référence au caractère x et y qui consiste à observer les notes des devoirs de mathématiques, le premier et le second, nous avons l'écart type de la variable x, c'est 4,26 à peu près. L'écart type de la série y, c'est 4,6. La covariance de xy, c'est 13,75. Le coefficient de corrélation, 0,77. D'accord? La pente de la droite de régression est 0, à peu près 76. Alors là, vous avez le programme Scilab. Alors je commence par calculer la moyenne de x, la moyenne de y, d'accord, d'afficher l'écart type de x et de y, puis ensuite de calculer la covariance de x et y à l'afficher. Ensuite, je calcule le coefficient de corrélation que je stocke dans CR et que j'affiche. Ensuite, je calcule la pente de ma droite de régression, d'accord. Et ensuite, je calcule P, la constante P, à partir des coordonnées du point moyen, puisqu'on sait très bien que la droite de régression passe par le point moyen. Puis ensuite, on calcule Z. Alors, c'est le vecteur, d'accord, des Y qui sont approchés avec notre modèle. On trace le nuage de points, on trace le point moyen et on trace la droite de régression. Voilà, donc c'est cette droite-là qui minimise ces résidus. Autrement dit, ces différences entre le point et la droite de régression. D'accord? Si un élève a eu 14 au niveau du premier DS, on peut dire qu'il aura un certain 12, voire 13 lors du deuxième DS. C'est bon? Donc, ça c'est pour notre leçon. J'espère que c'était clair. Et je vous donne rendez-vous pour la vidéo suivante qui concernerait le TP. Au revoir.